On ne peut pas plaire à tout le monde. Je suis très heureux. Très heureux pourquoi? Parce que celui que je reçois aujourd'hui est un jeune, mais surtout un jeune brillant, comme on le dit dans le jargon, qui en a dans la tête. Il est mon invité, Monsieur Touré Mamadou. Juste pour synthétiser un peu son poste, en Côte d'Ivoire, bien sûr, où nous sommes, il est ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, porte-parole adjoint du gouvernement. Je m'arrête là pour l'instant. Mais j'aimerais quand même vous présenter, comme vous regarderez en image, comme vous le voyez en ce moment. Monsieur Touré Mamadou, votre parcours académique peut et doit servir d'exemple à la jeunesse ivoirienne. Vous êtes diplômé en diplomatie du Centre d'études diplomatiques et stratégiques à Paris. Vous êtes titulaire d'un master en affaires internationales, un master en politique et management du développement de Sciences Po Paris, précédemment titulaire d'une licence de droit privé à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, ainsi qu'une maîtrise de droit à l'université bilingue africaine. Depuis le 10 juillet 2018, vous êtes nommé au poste ministériel que vous occupez jusqu'à ce jour. Merci, Excellence. Je sais que vous êtes très pris, mais surtout merci d'avoir accepté d'être sur notre plateau de l'émission « On ne peut pas plaire à tout le monde », qui sera articulée de manière succincte, avec la première articulation qui parlera d'intérêt général, la deuxième de politique, la troisième de réussite, et vous verrez ces réussites, et la quatrième, il nous expliquera en tant que fin politicien, jeune et fin politicien, comment plaire. On se retrouve pour la première articulation. Première articulation, excellence, intérêt général. Est-ce que vous pensez que les jeunes Ivoiriens sont contents de vous? Ben, je l'espère. J'ai été, pendant ces 10 dernières années, au premier plan sur les questions de jeunesse. J'ai été conseiller du président Ouattara depuis son accession à la magistrature suprême, depuis 2011. Et en 2017, je suis passé au gouvernement en tant que secrétaire d'État à la formation professionnelle, ce qui m'a permis de travailler sur la thématique jeunesse, mais au niveau donc de la formation. Et depuis plus de 2 ans, je suis ministre en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, en charge de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d'insertion des jeunes. Et j'espère que l'ensemble donc des actions menées au cours donc de mon parcours professionnel, et surtout aujourd'hui, puisque je touche une problématique d'actualité au niveau africain, a suffisamment d'impact pour que les jeunes soient satisfaits donc du travail qui est fait. Alors que croyez-vous leur avoir apporté de concret depuis que vous êtes ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes? Juste quelques éléments. Je pense qu'il y a quand même des acquis. Nous avons aujourd'hui, fin 2019, dans le cadre du programme social du gouvernement, nos programmes ont été lancés en septembre 2019. Nous avions un objectif de 77 000 jeunes à insérer ou à faire profiter donc de différents programmes d'insertion. Nous avons pu atteindre 73 000 jeunes. Donc, vous voyez donc le niveau plus de 95, près de 95% donc de taux de réussite. Pour l'année 2020, donc nous avons entamé avec donc des jeunes qui sont mis en stage, des jeunes qui bénéficient de financement donc en entrepreneuriat. C'est quand même 23 000 jeunes Ivoiriens qui ont bénéficié de 10 milliards de francs CFA. C'est quasiment le double qui vont bénéficier de financement dans les prochaines semaines. C'est près de 30 jeunes entrepreneurs ivoiriens qui ont eu, il y a 2 mois, lors d'une cérémonie que j'ai organisée au Sofitel de l'Ivoire, 762 millions de francs CFA pour les projets d'entrepreneuriat. Donc, autant de dispositifs qui nous permettent d'être concrets aujourd'hui en apportant donc des appuis adaptés, ciblés, donc à toutes les couches de jeunes. Quand on vous entend parler, on a souvent regardé mon équipe et moi sur les plateaux, vous avez cette conviction ferme de vouloir aider les jeunes et on se dit, mais d'où vient-il? Alors, on essaye un peu de fouiller, on se rend compte que vous êtes issu d'une très grande famille qui, apparemment souvent en Afrique, ne donne pas les chances à certains. Parce que il nous a été relayé, nous avons vu que vous êtes d'une fratrie de 40 frères, vous êtes le 30e à peu près. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a forgé l'envie vraiment de réussir, ou alors c'est une famille assez riche pour permettre aux uns et aux autres de faire des brillantes études comme les vôtres?
J'ai un parcours atypique. Hein. Mon père, qui d'ailleurs était un patriarche, né en 1904, qui est décédé en 1995, a eu 43 enfants. Donc, vous l'avez dit, je suis le 30e. Oui, mais il a eu surtout 300 petits-enfants. Donc, 300 petits-enfants. Donc, je suis issu d'une famille très large. Et forcément, lorsque vous êtes issu d'une telle famille, cela impacte votre approche, votre vision des choses et vous rend beaucoup plus ouvert. Alors, et puis, il y a au niveau politique, j'ai été fortement influencé par un homme, Alassane Ouattara, très jeune, qui, de par ce que nous avons connu de lui, Premier ministre, travailleur, etc., je fais partie donc de ces jeunes qui très tôt ont pris de l'option donc de suivre le président Ouattara. Et puis, toute cette valeur qui était dégagée par le président Ouattara et que je voyais de loin, j'ai eu donc à les vivre au quotidien auprès donc d'un homme qui est pour moi un mentor, qui est décédé malheureusement il y a 3 mois, Amadou Gon Coulibaly, qui m'a appris à travailler et qui a été pour moi la traduction concrète tous les jours de toutes les valeurs que le président Ouattara renvoyait. Et je peux vous dire que c'est lui qui m'a fortement influencé dans l'idée que l'action publique et surtout politique doit se faire dans l'intérêt général. Et tous les jours que Dieu fait, en fonction des responsabilités que nous avons, nous devons faire au mieux pour servir donc l'intérêt général. Alors, Monsieur le ministre, vous avez apporté un changement aux jeunes Ivoiriens. Ils en sont, pour certains, reconnaissants, le disent. Est-ce qu'ils vous le disent à vous? Je suis interpellé tous les jours parce que bon, au-delà de mon statut de ministre, j'essaie quand même de rester moi-même, donc d'être le plus accessible possible. Et donc, ce qui m'amène à rencontrer beaucoup de jeunes qui estiment que il y a une dynamique qui est engagée, il y a une meilleure lisibilité sur les actions du président Ouattara en faveur donc des jeunes. Et je suis heureux de porter cette dynamique aujourd'hui. Et beaucoup de jeunes aussi m'expriment leur impatience parce que dans un pays où vous avez près de 9 millions de jeunes qui ont entre 14 et 35 ans, même si ces dernières années, le président Ouattara a permis de créer 2 800 000 emplois, quand vous mettez ça en perspective par rapport donc aux 9 millions de jeunes potentiels qui peuvent arriver sur le marché du travail, il y a une dynamique donc à poursuivre pour donner des résultats encore pour le maximum de jeunes. Donc oui, je suis souvent interpellé, donc des jeunes qui sont satisfaits du travail, mais je suis aussi souvent interpellé par des jeunes qui estiment que c'est bien, mais qu'il faut aller beaucoup plus vite, il faut aller beaucoup plus loin donc dans les résultats. Nous l'avons remarqué souvent, vous jouez des satisfactions par moment, alors qu'on voit tout ce qui est grandement fait. Alors, la Côte d'Ivoire fait beaucoup dans le domaine du social. Ne pensez-vous pas que les factures des PME, par exemple, qui sont en attente de paiement à la CCP, soient un frein à l'action sociale du gouvernement? Il y a beaucoup de grogne à ce niveau. Oui, effectivement, les PME, d'abord, vous devez noter que de tout temps, les PME ont été dans une situation difficile. Lorsque le président Ouattara donc accède à la majorité suprême, beaucoup de PME avaient des factures donc en souffrance. La dette intérieure est montée souvent jusqu'à 1000 milliards de francs CFA. Mais vous noterez que ces dernières années, selon une planification qui a été bien établie, l'État donc essaie donc d'apurer toutes les dettes. On est en quelle année là? 1000 milliards de francs CFA. 1000 milliards, c'est au lendemain donc de l'arrivée du président Ouattara aux affaires. Alors, vous verrez par exemple que pour l'année 2019, la quasi-totalité donc des dettes liées donc à certaines aux prestations de certaines PME ont été totalement épurées. Vous avez une procédure qui veut qu'aujourd'hui tous les services et travaux faits par les PME, il y a un délai de 90 jours que le gouvernement essaie de respecter au mieux. Il arrive qu'il y ait quelques retards, mais globalement, au bout de 90 jours, des entreprises sont payées. Ça, c'est déjà une bonne évolution par rapport à des entreprises qui vont attendre 1 an, 2 ans, voire 3 ans avec des factures en souffrance. Nous allons boucler la première partie de cette émission avec une question tout simple. Comment croyez-vous apporter une contribution au chômage persistant de certains jeunes? Ben, ce sont les dispositifs. D'abord, la question de l'employabilité des jeunes ou du chômage se règle d'abord par la formation des jeunes. Et à la base, c'est la formation, le système éducatif. Donc, il y a des réformes qui sont entreprises, mais moi, je crois fortement que l'enseignement technique et la formation professionnelle est la solution à la problématique de l'employabilité donc des jeunes et la lutte contre le chômage. Si les jeunes sont formés pour des formations de courte ou moyenne durée,
dans des domaines qui leur permettent donc de travailler et qui permettent donc d'être en cohérence avec les besoins du secteur privé. Je pense que ça nous aidera. Parce que avoir des formations ou des études d'ordre général sur une longue période n'est pas forcément réponse donc à la problématique donc du chômage. Donc formation d'abord. Ensuite, quand vous avez en 2000 et 2010 400 000 jeunes Ivoiriens qui sont sortis de notre système éducatif sans qualification. 2010, c'est un stock potentiel de 4 millions de jeunes Ivoiriens qui se retrouvent sur le marché du travail sans qualification, éjectés du système éducatif. Il fallait apporter des réponses tout de suite. Et tous les programmes d'urgence, programmes donc de développement de compétences avec la Banque mondiale, où près de 50 milliards de francs CFA ont été investis, avec près de 60 000 jeunes qui ont bénéficié donc de stages, d'apprentissage, etc. Avec aujourd'hui l'action gouvernementale, où près de 141 milliards sont mobilisés pour les programmes de stage, d'apprentissage, le financement donc de projets d'entrepreneuriat. Tout cela nous permet donc de réduire considérablement donc le chômage donc au niveau des jeunes. Le défi au-delà du chômage, c'est le sous-emploi au niveau des jeunes, puisque le taux de chômage au sens du PIT reste relativement faible. D'ailleurs, je vous fais remarquer que l'ancien vice-président de la Banque mondiale, Makhtar Diop, disait que l'Afrique n'a pas un problème de chômage des jeunes, mais plutôt un problème de sous-emploi. Énormément de jeunes sont dans l'informel, vivent de petits métiers, quel que soit leur niveau de diplôme. Ils sont donc des tabliers, ils sont donc des cireurs de chaussures, ils sont donc des coiffeurs, etc. Comment aider tous ces jeunes avec les réformes qui sont entreprises? Donc, comment accompagner ces jeunes à sortir de l'informel pour aller donc vers le formel avec des emplois décents? Tel est le défi qui se pose à nous, au niveau des pays africains et au niveau de la Côte d'Ivoire, et nous y travaillons. Formation pour jeunes, formation, on retiendra, c'est un mot majeur. Et nous allons boucler avec cette première partie pour retrouver la deuxième partie de cette émission. Ce sera le volet politique. À tout à l'heure. Dans cette rubrique entièrement consacrée à la politique, il est important pour moi de vous dévoiler ici un autre aspect, c'est-à-dire d'autres responsabilités du ministre qui est notre invité aujourd'hui, c'est-à-dire le ministre Touré Mamadou. Retenez qu'il est directeur exécutif adjoint en charge de la communication du RHDP. Et je crois que vous avez sûrement décelé avec Saint-Verbe. Vous comprenez qu'il maîtrise la communication. Ensuite, il est directeur central à charge de la jeunesse. C'est bien cela, monsieur le ministre? Oui, au niveau de la campagne du président Alassane Ouattara. Au niveau de la campagne du président Alassane Ouattara, c'est une campagne qui se déroule de manière apaisée en Côte d'Ivoire où nous sommes. Alors, monsieur le ministre, quelle est votre mission réelle ou encore votre feuille de route au sein du gouvernement? Je suis en charge de la politique de promotion et d'insertion des jeunes. Et donc, je définis avec mes collaborateurs, je propose la mise en œuvre, la stratégie de mise en œuvre de cette vision ou de ce programme donc du président Ouattara, programme qu'il a présenté aux Ivoiriens en 2015. J'assure aussi la cohérence dans les interventions donc avec mes différents collègues de toutes les initiatives en matière d'insertion, parce qu'il n'y a pas que mon ministère qui crée de l'emploi. Vous avez donc dans tous les autres ministères sectoriels donc des niches de création d'emplois, que ce soit le tourisme, que ce soit au niveau des industries, que ce soit au niveau de l'artisanat, au niveau des PME. Donc nous nous assurons que toutes ces initiatives qui concourent aussi à la création de l'emploi se fait dans un cadre cohérent et allant dans le sens de l'atteinte donc des objectifs que le président donc s'est assigné. Alors nous allons parler de quelque chose qui a fait et qui continue à faire beaucoup de bruit, la Constitution de Côte d'Ivoire. Oui. Pourquoi, selon vous, cette Constitution votée en 2016 par consensus, pour que ceux qui nous regardent de toutes les capitales, je dirais même de toutes les bougardes en Afrique et dans le monde, se rendent compte qu'en Côte d'Ivoire, la Constitution qui fait beaucoup de bruit a été votée, a été construite, il faut le dire, par consensus avec tous les partis politiques. Apparemment, je me trompe pas. Alors, on peut nuancer. Et ça montre toute l'incohérence de cette opposition. Vous avez un parti comme le PDCI qui était avec nous dans le cadre du RHDP, qui a voté sur cette constitution. Et même quand à l'époque, il y a eu le débat sur la possibilité que cette constitution offre au président Ouattara de faire un autre mandat, et que certains députés du PDCI avaient voulu qu'il y ait de façon expressément écrite que le président Ouattara ne pouvait pas être candidat, le président actuel du PDCI s'y est opposé. Donc, ils savaient tous
que cette constitution permettait au président Ouattara, s'il le désirait, donc de faire un autre mandat. Et puis vous avez toute cette autre partie de l'opposition qui a boycotté le processus de révision de la Constitution, qui a rejeté en bloc cette Constitution, qui a même appelé ses partisans à ne même pas le voter, non, mais à se mettre en marge du processus. Il est curieux que ceux-là soient les plus grands défenseurs de la Constitution aujourd'hui. Constitution qu'ils ont rejetée complètement en 2016 et qui soient aujourd'hui donc les plus grands défenseurs de cette même Constitution. Non, la réalité, c'est que nous avons une opposition qui n'est pas prête à aller aux élections, qui a peur donc parce que elle n'a pas, le FPI est resté pendant 10 ans donc dans les débats du retour de Laurent Gbagbo. Ce parti ne s'est pas donné les moyens de se structurer, de s'organiser avec une alternative en dehors de Laurent Gbagbo. Vous avez le GPS de Guillaume Soro, qui est un parti naissant qui n'a aucune assise nationale. Vous avez le PDCI donc d'Henri Konan-Bédié, avec qui nous avons quand même eu une confrontation électorale en 2018 et qui a été battue. Et donc tous ces éléments fait que cette opposition a peur d'aller affronter donc Alassane Ouattara dans les urnes. Donc toutes les contestations artificielles créées, c'est vraiment la peur donc d'affronter donc le président Alassane Ouattara dans les urnes. Et comment vous appréhendez, vous, l'élection présidentielle? Non, pour nous, ça va bien se passer. Il y a certes quelques incidents de jeunes qui barrent les routes, etc. Mais quand vous regardez globalement, la Côte d'Ivoire va qu'à ses occupations. Vous regardez, le mot d'ordre des désobéissances civiles a été lancé depuis 3 semaines, mais les gens vont au travail. Les gens ont été suffisamment traumatisés par la crise de 2010 et les gens ne sont pas prêts à suivre donc notre opposition dans son incohérence. Je vous donne 2 exemples, 2 cas d'école au Sénégal. Dans les mêmes conditions, avec le même environnement, mais le président Wade a changé donc de constitution. L'opposition lui déniait le droit de se présenter à un autre mandat. Le président Wade a eu sa candidature qui a été validée par le Conseil constitutionnel. Alors qu'une partie de l'opposition avait décidé de boycotter ces élections, Macky Sall a décidé d'aller aux élections. Il a battu le président Wade. Vous prenez tout près de nous aujourd'hui en Guinée, dans les mêmes conditions. L'opposition conteste au président Condé donc le droit de faire notre mandat, a même contesté la révision de la liste électorale, a même contesté le processus donc qui a abouti donc au changement de la Constitution. Après que toutes ces étapes aient été franchies et que le président Condé ait été déclaré candidat, mais le chef de file de l'opposition a décidé donc d'aller quand même aux élections. Parce qu'en définitive, ce sont les concitoyens qui votent. Ce sont les concitoyens qui votent. C'est un rendez-vous entre nous. Voilà. Alors, je considère qu'ici, c'est quand même surprenant que 2 candidats de l'opposition sur 4 potentiellement ou 5 potentiellement aient été retenus. Je parle du chef de file de l'opposition, le président Konan-Bédié, et de Pascal Affi-N'Guessan. Mais s'il y avait un minimum de sincérité entre eux, ils auraient pu se mobiliser autour de l'un des 2 candidats et puis avoir des représentants dans tous les bureaux de vote et s'assurer que Alassane Ouattara serait sanctionné donc dans les urnes s'il n'était pas aimé. Mais la réalité, je vous le dis, les actions antidémocratiques posées par notre opposition viennent du fait que, elle est incohérente, elle a peur d'aller aux élections, elle n'est pas prête, donc elle demande aujourd'hui qu'il y ait une transition. Alors que depuis 1 an, la date constitutionnelle pour l'organisation de ces élections était connue. Je vais rappeler qu'avant même l'annonce de la candidature du président Ouattara, depuis 1 an, l'opposition demande une transition. Même qu'Amadou Gon Coulibaly a été désigné comme candidat du RHDP, Pascal Affi-N'Guessan a fait des déclarations pour dire que jamais l'opposition n'irait aux élections avec Amadou Gon Coulibaly. Ça veut dire quoi? Que quel que soit le candidat que le RHDP aurait placé, mais l'opposition ne sera pas aux élections parce qu'elle n'est pas prête. Elle n'a pas l'honnêteté de reconnaître qu'elle ne s'est pas suffisamment préparée pour les élections à venir. Alors, Excellence, on va regarder ces images qui sont des images de notre correspondant à Paris, mais qui s'est déplacé dans le Benelux. Et on vous voit sur le plateau, comme les téléspectateurs vous admirent en chef de file, en train d'haranguer des foules. Est-ce que vous avez été surpris de cette cote de popularité du président Alassane Ouattara avec ce monde fou, qui sont les militants complètement de votre parti? Non, pas du tout. Si on considère que la politique, c'est d'abord des actions en faveur des populations et qu'on part donc sur une base honnête, le président Alassane Ouattara et son gouvernement ont fait le maximum pour les Ivoiriens, et qu'avec la grave crise qu'on a connue en 2011, où le pays était complètement en lambeaux et que la Côte d'Ivoire s'est redressée,
au niveau interne, avec toutes les infrastructures, toute la modernisation dans l'administration, les actions en faveur des paysans, les actions en faveur donc, de l'école, et toute cette reconnaissance internationale où on a vu quand même le sommet UAU organisé avec beaucoup de chefs d'État européens et africains, son leadership au niveau de la CEDEAO, dans la résolution des conflits au Mali, en Guinée-Bissau, etc. Il se trouve qu'il y a encore des Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens honnêtes, suffisamment honnêtes pour reconnaître que ce monsieur est celui qui aura, après Houphouët-Boigny, le plus apporté à ce pays. Et donc, je ne suis pas étonné donc, de voir ces Ivoiriens exprimer donc, leur sympathie, leur amour pour ce monsieur. Bien évidemment, nul n'est prophète chez soi, même Dieu ne fait pas l'unanimité, disait le président Houphouët-Boigny, il existe encore des Ivoiriens, des concitoyens, heureusement une minorité, suffisamment de mauvaise foi pour ne pas reconnaître donc, les actions menées par le président Ouattara. Le président Ouattara disait récemment faire un sacrifice pour s'être présenté au scrutin du 31 octobre. Dans son refus, aurait plongé le RHDP dans une déflagration. C'est le mot que j'ai retenu. Mais pourquoi, monsieur le ministre? Est-ce que parce que vous, jeunes, par exemple, ne vous entendez pas ou il y a beaucoup d'ego dans le RHDP? Mais d'abord, une formation politique, c'est aussi la somme des ambitions, ambitions légitimes. Vous savez, Amadou Gon Coulibaly a pris pendant 30 ans auprès du président Ouattara, mais depuis 2017, Amadou Gon Coulibaly a été préparé à la fonction présidentielle. Être préparé à la fonction présidentielle, c'est pas seulement la compétence, c'est la capacité donc à rassembler, à unir autour de soi. Et son décès brutal qui intervient à 1 mois et demi donc de la date de dépôt des candidatures faisait courir des risques à notre parti, puisque le ciment de notre parti, c'est Alassane Ouattara. Alors si on ouvrait le débat sur donc une succession potentielle du président Ouattara, vous aurez vu des ambitions s'exprimer et le choc de ces ambitions aurait pu fragiliser fortement notre parti. D'ailleurs, vous aurez compris que la à l'unanimité des cadres de notre parti et des militants, tous étaient d'accord que pour préserver notre unité, il fallait donc que Alassane Ouattara y aille. Alors les jeunes qui nous suivent, tous d'ailleurs, quand ils voient apparaître sur l'écran, ils veulent, et c'est normal, ils regardent, leur ministre veut savoir ce qu'il a à leur dire. Alors, les jeunes qui nous suivent veulent savoir quels avantages pour leur avenir peuvent-ils espérer de la politique du RHDP si, d'aventure, au soir du 31 octobre, vous êtes reconduit comparativement aux autres partis dont on a cité, on ne les citera pas ici. Mais avant, monsieur le ministre, nous avons interrogé dans les rues d'Abidjan quelques jeunes. On va les regarder. Et les candidats, moi, ils demandent à tous les candidats de venir présenter leur projet de société à la population. Et d'aller les sons de ces bruits-là, on n'a pas besoin de ça. Que c'est seulement pour la paix que nous tous, on laisse le passé. Oublions le passé et allons à l'essentiel. Si chacun doit regarder le passé, vraiment, ça ne sera pas possible. Donc, ce qui est passé et allons. Nous sommes dans un bon pays. Vraiment, nous oublions tout ce qui est passé. Allons-y à la paix. En tant que citoyen ivoirien, j'attends des candidats vraiment des programmes qui pourront satisfaire la jeunesse. Bien vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais vraiment des programmes qui pourront au moins apaiser un tant soit peu le chômage en particulier. Vraiment, c'est aussi ce que moi j'attends particulièrement de celui qui va au soir du 31 qui sera président. Voilà. Et puis aussi le côté aussi de la santé. Alors, que dites-vous à ces jeunes Ivoiriens? Que pouvez-vous nous dire sur le programme du président, de votre parti, le RHDP, Alassane Ouattara, et surtout, que pouvez-vous leur promettre? Alors déjà, ce qui est intéressant pour cette présidentielle, et peut-être c'est pour ça que certains opposants sont exclus, c'est que la quasi-totalité des têtes fortes de l'opposition qui veulent gérer, qui veulent être candidats, ou qui sont candidats, ont dit à gérer ce pays. Afin Guessan a été Premier ministre, et c'est quand même sous Afin Guessan que la Côte d'Ivoire a eu sa première rébellion. Le président Henri Konan Bédié a été président de la République. On sait là où il a mis le pays après Houphouët-Boigny. Le président Laurent Gbagbo, qui est présenté par EDS, même si son avocate ne reconnaît pas que le président Laurent Gbagbo ait donné mandat à EDS pour déposer donc sa candidature à la CEI, a dit à gérer ce pays. Guillaume Soro lui-même a été Premier ministre dans ce pays. Donc, il n'y a pas d'acteurs neufs. Donc, ce sont tous des acteurs qui ont eu à un moment donné à gérer à quelque niveau que ce soit. Donc, il est très facile aujourd'hui de faire donc un bilan de comparaison entre ce que le président Ouattara a pu faire pendant 10 ans et ce que chacun de ces acteurs a pu faire. Ça, c'est le premier élément que je vais dire à ces jeunes. Donc, le débat politique a besoin de clarté. Au regard du bilan, on peut se projeter parce que le ministre Mamadou Touré
peut s'asseoir sur votre chaîne et raconter tout ce qu'il veut raconter, on va faire ci, on va faire ci. Mais quelle est notre crédibilité au regard donc, du bilan déjà obtenu par le président Ouattara? C'est le bilan des uns et des autres qui peut mettre du crédit dans ce que nous allons projeter pour notre pays. Donc, à partir de ce bilan qui était un succès, nous pouvons dire aujourd'hui que notre défi, c'est d'amplifier tout ce qui a été fait, consolider nos acquis en termes de cohésion sociale. La paix est le préalable à toute chose. Faire en sorte que la dynamique économique qui a été impulsée ces 10 dernières années puisse se poursuivre avec beaucoup d'investissements privés, avec une répartition plus équitable des richesses pour réduire la pauvreté. Je vous rappelle qu'en 10 ans, c'est quand même, nous sommes passés de 55% des pauvres en Côte d'Ivoire à 39% des pauvres. Plus d'1 million d'Ivoiriens sont sortis de la pauvreté. Ça, c'est des résultats concrets. Et donc, c'est toute cette dynamique que nous allons poursuivre pour les jeunes en particulier, notamment l'insertion des jeunes. L'objectif aujourd'hui, c'est de multiplier par 3 voire 4 nos possibilités d'insertion des jeunes. Et ça passe par 2 leviers. D'abord, un secteur privé qui doit être de plus en plus dynamique ces prochaines années. Et puis, toutes ces initiatives non gouvernementales en termes de formation des jeunes, en termes d'apprentissage des jeunes, en termes de financement d'entrepreneuriat des jeunes, que nous allons multiplier pour adresser donc des réponses à un maximum de jeunes dans notre pays. Comment vivez-vous? C'est vrai, certains adeptes du président Ouattara, certains, comme on dit dans le jargon, certains admirateurs de toutes ses œuvres, comme d'ailleurs les caméras vous présentent en ce moment quelques œuvres du président Ouattara. On va dans les routes, on va aussi dans la création des châteaux d'eau, dans différents villages de Côte d'Ivoire. Vous voyez même la transformation de cette belle lagune. Pour ceux qui connaissent Abidjan, vous regardez cette lagune qu'on n'avait jamais vue en 60 ans pratiquement, je dirais, en 50 ans ou 40 ans, aussi belle, aussi propre, comme vous apercevez, et qui projette je ne sais quoi dans le futur, avec ce fameux pont qui va relier Cocody et le plateau. Enfin, beaucoup de choses qui se font de positif. Alors, tout ce monde a été un tout petit peu marqué, tristement, par des déclarations de certains alliés du RHDP et surtout des amis du président Ouattara, qui ont lancé plein d'invectives, à peine voilées, anti-gompées contre le président. Qu'est-ce que ça vous a fait? Quels sont vos commentaires? Écoute, un peu de déception, mais la vie est faite ainsi. Je vous ai dit que nul ne fait l'unanimité. Le président Ouattara a fait de son mieux. Il a essayé de rassembler. Il a essayé, après le décès de Fouboigny, alors que le PDCI s'est divisé en deux, il est celui qui a pris l'initiative de faire en sorte que les enfants de Fouboigny se retrouvent. Et ça, c'est depuis 2004. La proposition a été faite au président Rikonan Bédié. À partir de 2005, on a eu l'Alliance des Oufoutis où les uns et les autres sont venus. Nous avons passé quelques années difficiles en 2008, 2009, 2010 avec la crise post-électorale. Il a essayé donc, dans un travail d'équipe, de faire en sorte que les effets de cette crise post-électorale donc soient effacés le plus rapidement possible. Et je vous dis que je sais qu'il est déçu actuellement parce que pour lui, fondamentalement, c'est dans l'union et le rassemblement que le pays va avancer. Mais qu'est-ce qu'il peut faire si des responsables politiques mettent en avant leurs ambitions personnelles au détriment de l'intérêt général? Il ne peut rien faire. Le président Ouattara estime que l'intérêt général doit toujours l'emporter sur les ambitions personnelles. Vous prenez toutes ces personnes qui lui en veulent aujourd'hui. Toutes ces personnes qui sont parties, elles le sont à partir donc des ambitions personnelles. Guillaume Soro estime que il devait être président de la République, on lui aurait promis, il n'a pas eu le poste de président, il est parti. Maverick Touakus estime qu'il devait être choisi comme candidat du RHDP et comme Amadou a été choisi, il est parti. Henri Konan Bédié, alors qu'on estimait on pensait que lorsqu'il demandait l'alternance au profit du PDCI, et c'était pour faire monter des jeunes cadres du PDCI, mais on a compris par la suite que l'alternance c'était pour lui-même qui a déjà gouverné ce pays et sous qui il a connu son premier coup d'État. Et dès qu'il a apparu que le RHDP ne ferait pas consensus autour de lui, il a décidé de partir. Ils sont tous partis, non pas parce qu'ils ont une divergence idéologique ou divergence d'approche sur les questions de développement avec le président Ouattara, ils sont tous partis pour leurs ambitions personnelles. Dieu merci, beaucoup de cadres qui étaient autour de ces personnalités, qui eux comprennent que c'est vrai que nous avons une dynamique de stabilité, mais que nous sommes encore fragiles, qu'il faut consolider. Beaucoup de ces cadres sont autour du président Ouattara pour continuer en cohérence tout ce que le RHDP a fait depuis 10 ans. Et parmi ces cadres, c'est peut-être pas trop jeter de fleurs à votre endroit, mais vous en faites partie, parce que nous avons écouté les jeunes, et ces jeunes nous disent, M. Touré Mamadou, son ministère est à la pointe du social gouvernemental. D'abord, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, social gouvernemental. Oui, parce que dans le cadre du programme social du gouvernement, je vous ai dit tantôt,
sous l'impulsion du Premier ministre Feu Amadou Coulibaly, c'est 500 000 jeunes qui seront traités entre 2019 et 2020. Et avec des jeunes qui sont aidés donc, à avoir donc, des petits financements pour donc, entreprendre, des jeunes qui étaient à la recherche du stage pour valider leur diplôme, qui prenaient 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'avoir un stage pour valider leur diplôme. Aujourd'hui, structurellement, nous avons réglé donc, ce problème. Ben écoutez, aujourd'hui, tout jeune qui finit ses études a la possibilité, sur la plateforme de l'Agence d'emploi jeune, donc de s'inscrire et avec les offres que nous collectons aujourd'hui auprès des entreprises, immédiatement, ces jeunes sont mis en stage. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan région par région, un tout petit peu? Oui, aujourd'hui, bon, le gros lot des stagiaires se retrouve dans les zones industrielles où l'économie est beaucoup plus importante. Je parle d'Abidjan, je parle de Bouaké, je parle de San Pedro et puis quelques grandes villes, puisque 80% du tissu économique en Côte d'Ivoire se retrouve dans la zone d'Abidjan. Donc, la plupart des stagiaires, même quand les études ont été effectuées ailleurs, se retrouvent à Abidjan ou dans les grandes agglomérations. Et donc, nous avons aujourd'hui donc nos interventions cumulées, je veux dire, en termes de stage, en termes de financement d'entrepreneuriat, pu atteindre entre septembre et décembre 2019, ce sont 13 000 jeunes sur un objectif de 77 000. Et pour cette année, c'est plus de 260 000 jeunes qui devront être traités. Est-ce que vous croyez que c'est un mauvais procès que certains aussi vous font en disant que vous n'allez que dans des zones qui sont favorables au RHDP? Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nos interventions aujourd'hui, c'est dans toute la Côte d'Ivoire. Par exemple, pour le financement des projets, pour les 10 milliards de francs CFA, c'est toutes les régions, c'est toutes les communes de Côte d'Ivoire. Même dans les communes où je suis à Finguessan, par exemple, récemment, on a remis des chèques aux jeunes, à Bongouanou. Donc, c'est partout. L'État doit être neutre dans son intervention. Et nous savons, nous, faire la part des choses entre notre posture partisane de militant du RHDP et le devoir républicain qui est que lorsque nous sommes à des postes de responsabilité, on agit pour tout le monde. Et d'ailleurs, je pense que c'est la meilleure manière de faire la politique. Imaginez sur l'instant que le président Ouattara avait décidé donc de réduire ses interventions dans les zones où il avait fait des bons scores en 2010. Mais il n'aurait pas agrandi son électorat. Aujourd'hui, le fait d'avoir agi partout, d'avoir mis le développement partout, des routes partout, des ponts partout, l'eau partout, permet à certains de nos concitoyens qui ont été fortement intoxiqués entre 2000 et 2010 de se rendre compte qu'en réalité, Hassan Ouattara n'est pas celui qui viendrait vendre la Côte d'Ivoire, qui tuerait tous les Ivoiriens, etc., mais plutôt celui qui, après, au Foubouni, apporte le développement. Et beaucoup de régions, aujourd'hui, ont basculé autour du président Ouattara à cause des actions menées dans ces régions, même quand ces régions, en 2010, n'ont pas voté pour Hassan Ouattara. Alors, Monsieur le ministre, nous avons aussi quelque chose qui va vous surprendre, un beau bilan du président Ouattara. Il est important pour nous de réaliser ce bilan visuel, on l'a vu de manière écrite, théorique. Mais avant de vous présenter ce bilan, nous allons vous poser une question de savoir quels sont les projets, quelques projets du président Alassane Ouattara qui vous ont, vous, fasciné. Il y a le 3e pont à Abidjan. Il y a le pont de Boisflé qui... donc on a un vieux pont donc il y a le pont, il y a le barrage de Soubré. Mais pourquoi d'abord le pont d'Abidjan? Pendant que vous parlez, les téléspectateurs regardent ce pont en image sur tous ses contours. Pourquoi le pont? Mais Abidjan aujourd'hui avec tous les... C'est bien le pont HKB. Oui, le pont HKB, ou Abidjan aujourd'hui avec tous les embouteillages. Vous imaginez pour aller à l'aéroport, quand vous quittez la zone de Cocody, vous aurez pu mettre par le passé 1 heure de temps en vous tapant tous les embouteillages. Aujourd'hui, en 15-20 minutes, vous êtes à l'aéroport. Et c'est l'un des plus beaux ponts de la sous-région. Il y a le barrage de Soubré qui a permis d'accroître notre capacité donc en électricité. Et ça a été un projet intégré puisque au-delà du barrage, toutes les populations qui sont aux alentours ont pu bénéficier d'infrastructures, ont pu bénéficier d'écoles, etc. Donc c'est vraiment un projet intégré. Donc si j'avais après le pont une infrastructure donc à mettre en évidence, c'est vraiment le barrage de Soubré. Alors vous avez remarqué que le ministre, il y a tellement de choses, mais comme je lui ai posé la question de me citer quelques exemples, il a pris quelques ponts, mais je vous présente aussi là le pont situé, pour ceux qui sont à Abidjan, on l'appelle le pont Solibra. Regardez cette merveille, c'est encore des infrastructures qui sont sous l'ère Ouattara, et nous allons vous proposer d'entrée de jeu, là tout de suite, un bilan exhaustif en 8 ans. En 8 ans et quelques mois du gouvernement du président Alassane Ouattara. Son bilan.
Au sujet de la paix et de la réconciliation, la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, a été mise en place afin d'œuvrer à la réconciliation et au rétablissement d'une paix durable entre toutes communautés vivant en Côte d'Ivoire. Notons déjà qu'en 2018, 800 prisonniers civils impliqués dans la crise post-électorale ont été amnistiés. À ce jour, sur 300 000 Ivoiriens réfugiés identifiés, 270 000 le retour effectif, soit près de 90%, et les efforts se poursuivent pour les 22 000 Ivoiriens restants, soit 10%. Toujours au crédit du président Alassane Ouattara, le renforcement des institutions par l'adoption d'une nouvelle constitution votée à 93% en 2016. 2012 sera marqué par la mise en place d'un cadre d'échange entre le gouvernement, la société civile et les partis politiques. Le 2 octobre 2015 est marqué par l'installation officielle du directoire de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Le 10 avril 2018, l'installation officielle du Sénat. Sur l'économie ivoirienne, elle se situait avant 2010 à plus de 2% et a connu une chute brutale de moins 4,2%. De 2011 à 2015, cette courbe descendante de l'économie ivoirienne connaît un redressement en 4 ans pour se situer en 2018 à 8,8% du taux de croissance du PIB, avec une légère baisse bouclant l'année 2019 à 7,5%. Au sujet d'investissement privé, la Côte d'Ivoire a connu un bond vertigineux de 6,3% en 2011, date de la session de la magistrature suprême du président Alassane Ouattara, à 13,8% en 2018, avec un budget passé de 2918,7 milliards de francs CFA en 2010 à 8061 milliards de francs CFA en 2020. La confiance des investisseurs privés est justifiée par la présence du président Alassane Ouattara au gouvernail du bateau Ivoire. Le taux d'investissement public est passé de 2,6% en 2011 à 7% en 2018. Les indicateurs sociaux ne sont pas en reste. Ils situent le taux de pauvreté à 51,5% en 2011, 46,3% en 2015 et 35% en 2018. On constate une réduction de près de 20% du taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Quant à l'indice de développement humain IDH, le positionnement de la Côte d'Ivoire au 172e rang en 2015, passé à 170e rang en 2018, à la 165e place en 2019. Parlant des routes en Côte d'Ivoire, les chiffres donnent des vertiges. Les infrastructures routières de 2011 à 2019 affichent 22 ponts construits, plus de 40 000 km de routes en terre et pistes rurales ont été réhabilités, 545 km de routes neuves interurbaines bitumées, 115 km d'autoroutes bitumées, 245 km de voiries bitumées. Quant à l'accès à l'eau potable, les localités desservies en eau de 2011 à 2019 donnent un état de 789 localités desservies en eau potable en 2011 et 1095 localités desservies en eau potable en 2019, soit 80% des populations ivoiriennes ont accès à ce jour à l'eau potable. La vision du président Alassane Ouattara se concrétise de jour en jour pour le grand bonheur des Ivoiriens. L'accès à l'électricité, on est passé de 34% seulement du taux de couverture en électricité en 2011 à 66% en novembre 2019, soit le double en seulement 8 ans de pouvoir, avec un tarif social dont bénéficient plus d'1 million de foyers à ce jour en Côte d'Ivoire. La capacité de production en électricité est passée de 1391 MW en 2011 à 2229 MW en novembre 2019, dont un peu plus à ce jour du double en 8 ans de pouvoir du président Alassane Ouattara. Il serait notable de rappeler aux populations de Côte d'Ivoire que le programme national d'électrification rurale, en abréviation le PRONER, affichait 1531 localités électrifiées de 1994 à 2011. Et à fin novembre 2019, ce sont 2796 localités
électrifiés soit près du double. Et pour terminer avec la réussite exponentielle du gouvernement du président Alassane Ouattara, le programme électricité pour tous, en abréviation le PEPT, à partir de 1000 francs CFA, ce sont 169 542 ménages qui bénéficient de ce programme d'électricité pour tous à novembre 2019. Que dire de tout ceci? Un seul mot. De la parole aux actes, respect et merci, Monsieur le Président, pour toutes ces réalisations en 8 ans d'exercice de pouvoir, pour le bonheur des populations ivoiriennes. Nous allons boucler aussi cette dernière émission sur le volet l'articulation politique avec cette question qui va sûrement vous permettre de sortir tout ce que vous avez en vous, mais elle est simple. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous pensez sincèrement du président Alassane Ouattara, vous, jeune et brillant ministre. Mais un grand homme qui a apporté beaucoup à son pays dans ses fonctions antérieures, au Fonds monétaire international, BCAO, il a été gouverneur de la BCAO, mais qui est intervenu à chaque fois à des moments critiques pour son pays et qui a toujours su relever le défi. Ça a été le cas en 1990. C'est le cas aujourd'hui après la grave crise post-électorale que nous avons connue en 2010. Alors je vais rappeler à vos téléspectateurs que beaucoup de pays ont connu des crises plus ou moins similaires à la Côte d'Ivoire. Et ces pays portent encore les stigmates donc des crises. Alassane Ouattara a réussi en 10 ans à effacer tous les effets de cette crise. Je vous dis qu'il y a plus d'1 million d'Ivoiriens qui sont sortis de la pauvreté. Regardez toutes ces infrastructures. Le niveau de l'électrification de notre pays avoisine aujourd'hui les 90%. C'est une prouesse pour un pays donc en Afrique occidentale. Et c'est un dirigeant qui, à mon sens, va influencer pendant de nombreuses années donc de générations de jeunes Africains. Voilà, je le pense fondamentalement. Il est notre invité dans cette émission. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est terminé pour la rubrique sur la politique. La troisième articulation parlera des réussites. À tout de suite. Alors, Excellence, Monsieur le ministre, nous allons vous poser une question. Vous avez piloté plusieurs projets. Lequel fait votre plus grande fierté? Écoutez, ma plus grande satisfaction aujourd'hui, j'ai plusieurs satisfactions. Déjà, le ministère où je suis, puisque c'est un ministère où on travaille sur l'homme, avec mes collaborateurs, obtenir des résultats au quotidien. Comme vous l'avez dit tantôt, on voit des jeunes qu'au quotidien estiment que leur vie a été transformée. Et c'est ce que le président Ouattara a voulu. J'ai été aussi à la formation professionnelle. J'ai eu l'occasion de conduire pendant 1 an et demi la réforme donc de l'enseignement technique et professionnel dans notre pays. Cette réforme a été adoptée juste avant que je n'arrive, mais la mise en œuvre, je l'ai entamée. Remettre le secteur privé au cœur donc de l'enseignement technique de la formation professionnelle, reprendre la réhabilitation des établissements de formation professionnelle, revoir les contenus pédagogiques de nos écoles de formation professionnelle, avec le joyau que le Maroc nous a offert, le centre multisectoriel de Yopougon, qui forme donc des étudiants en BTP, en hôtellerie, etc. Dans mes fonctions antérieures, j'ai travaillé donc sur EBMP, puisque j'étais conseiller jeunesse et sport à la présidence de la République, donc je travaille sous l'autorité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était secrétaire général de la présidence. J'ai été membre du comité technique pour l'organisation de la CAN 2021. J'ai obtenu à la tête du comité technique pour les Jeux de la francophonie, que j'ai piloté le comité technique, et j'ai pu obtenir les Jeux de la francophonie à la tête d'une bonne équipe faite donc de cadres compétents, de ministères ou d'experts extérieurs, l'organisation des Jeux de la francophonie dans notre pays. On n'en parle pas assez, mais j'ai eu l'honneur d'avoir été désigné par le Premier ministre Duncan comme président du comité technique et j'ai piloté l'équipe de candidature. Et nous avons obtenu cette candidature et ça a été l'un des meilleurs Jeux de la francophonie organisé ici à Abidjan grâce au leadership aussi du ministre-gouverneur Beuré Mambé. Alors, votre promotion et réussite au sein du RHDP et du gouvernement, à qui le devez-vous? Question de un bon parrain? Si oui, lequel? Ou alors à vos qualités intrinsèques? Mais il y a un mélange de tout. Je pense qu'il faut d'abord, toute réussite dépend de soi-même. La force de travail, la rigueur dans le travail, le sérieux dans le travail.
mais ce qui vous donne des atouts. Et puis j'ai eu la chance aussi de croiser des hommes qui m'ont fait confiance. Je parle du président Alassane Ouattara, je parle du premier ministre Ahmad Gon Coulibaly. Quel que soit votre talent, quelles que soient vos qualités, si on ne vous donne pas l'occasion donc de l'exprimer, à la limite, pour rigoler, vous mourrez avec vos talents et vos qualités. Donc j'ai eu l'occasion donc de rencontrer ces deux grands hommes qui croient fondamentalement à la jeunesse et qui, en son talent, à ses potentiels, et qui m'ont donné ma chance. Et c'est pour ça que tous les jours, je mesure la chance qu'ils m'ont donnée. Et tous les jours, je fais tout pour mériter cette confiance, pour mériter cette chance, en faisant au mieux le travail pour lequel j'ai été nommé. Que croyez-vous que le président Ouattara a fait de mieux que ses prédécesseurs? Il a fait beaucoup de choses, mais que sincèrement croyez-vous qu'il a fait de mieux que ses prédécesseurs? En dehors de Houphouët-Boigny, il a fait de mieux que tous ses prédécesseurs dans tous les domaines, en dehors de Houphouët-Boigny. Parce que quand vous prenez le domaine de l'électricité, où le niveau de production en électricité en 10 ans est quasiment le même, donc on a fait le même que la Côte d'Ivoire a eu à faire en 50 ans. Quand vous allez dans le domaine donc de la santé, où aujourd'hui beaucoup de centres de santé sont en train d'être construits. Quand vous allez dans le domaine de l'éducation nationale, avec près de 300 collèges qui ont été construits, alors que sous l'ancien régime, pour la période, c'est 15 collèges qui ont été construits. Vous avez près de 300 000 salles de classe qui sont construites, alors que sous l'ancien régime, nous avons 6 000 salles de classe qui ont été construites. Et dans tous les secteurs d'activité, les performances réalisées par le président Ouattara sont largement au-dessus de ce que ses prédécesseurs. Dans tout, il a fait mieux que les autres, sauf dans certains domaines, Houphouët-Boigny, qui est le premier bâtisseur donc, de ce pays. Mais moi, je trouve, par exemple, que nous sommes encore sur les acquis du président Houphouët-Boigny. Quand on prend le domaine des routes, par exemple, la plupart donc, des grandes routes que nous avons l'ont été sous Houphouët-Boigny. Le président Ouattara est venu donc renforcer et amplifier. Voilà, donc Houphouët-Boigny a mis les infrastructures de base dans ce pays. Ce qui est dramatique, c'est qu'après Houphouët-Boigny, aucun dirigeant n'a ajouté un plus à ce qui a été fait. Il fallait attendre le président Ouattara pour que un plus soit ajouté à ce que Houphouët-Boigny a fait. Comme vous parlez des routes, on va justement aborder la question sur Yamoussoukro. On va regarder un extrait d'une déclaration du petit-neveu de Félix Houphouët-Boigny, le ministre-gouverneur de la ville de Yamoussoukro, M. Abdoulaye Augustin Thiam Houphouët, qui fait une révélation étonnante qui a surpris plusieurs personnes. Il est souvent important de rappeler ça aux téléspectateurs. On va se regarder. Le ministre-gouverneur de la ville de Yamoussoukro, village du président Félix Houphouët-Boigny. On ne s'auto-proclame pas héritier. On hérite de quelqu'un, on continue son œuvre. Et à ce moment-là, c'est le peuple qui dit que vous êtes un héritier. Depuis que Félix Houphouët-Boigny a bitumé Yamoussoukro, tous les présidents successifs, aucun n'a jamais procédé au rebitumage des routes de Yamoussoukro, sauf le président Ouattara. Et en ce sens-là, il est un continuateur de l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny. Nous parlons aussi de la construction d'une autoroute contournante sur 33 km qui va être construite. Les travaux vont démarrer incessamment, qui est un projet qui date de l'époque de Félix Houphouët-Boigny, qui a été repris, actualisé. Les capitaux, les fonds ont été trouvés. Et ça aussi, ça va permettre de contourner Yamoussoukro. Ça nous évite 200 morts par an et près de 300 accidents par an. Ça aussi, c'est l'œuvre du continuateur de l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Monsieur le ministre, quand on entend le ministre-gouverneur de Yamoussoukro tenir des propos comme ça, en disant qu'après Félix Houphouët-Boigny, on ne se réclame pas héritier comme ça, il faut le mériter, et que seul le président Ouattara peut se réclamer d'être un héritier de Félix Houphouët-Boigny. Quel est votre point de vue? Mais c'est ce que je vous ai dit tantôt, c'est la réalité des faits. Le président Ouattara ne s'est pas contenté de proclamer qu'il était donc l'héritier de Houphouët-Boigny. Il a tout fait pour faire revivre Houphouët-Boigny. Je rappelle que l'ancien président Bédié, beaucoup au PDCI l'accusaient d'ailleurs de s'être donné à une sorte de déoufouétisation de la Côte d'Ivoire au profit donc du cercle national Bédié qui a été mis en place. Tous les symboles qui montraient Houphouët-Boigny, qui matérialisaient Houphouët-Boigny avaient commencé à être effacés. Il a fallu le président Ouattara pour que Houphouët-Boigny revienne au cœur de notre actualité et que ses œuvres, sa mémoire, son action politique en faveur de la cohésion sociale, de la paix,
soit des sujets d'actualité. Et puis il a fallu le président Alassane Ouattara pour réhabiliter Yamoussoukro, la résidence Houphouët Yamoussoukro. Je rappelle que entre le président Houphouët-Boigny et le président Alassane Ouattara, il y a eu au moins 3 présidents qui sont succédés. Et en dehors de Laurent Gbagbo, 2 présidents qui se réclamaient donc de l'oufouettisme, mais qui ont laissé Yamoussoukro à l'abandon. Donc, l'héritage, c'est aussi, comme Augustin Thiam l'a dit, l'héritage, c'est aussi la capacité. Ne se décrète pas. Voilà. L'héritage ne se décrète pas. En tout cas, dans les actes, le vrai héritier d'Houphouët, c'est le président Alassane Ouattara. Comment plaire? C'est la 4e et la dernière articulation de cette émission, tout en remerciant le ministre Touré Mamadou d'avoir honoré de sa présence. Nous sommes en pleine campagne présidentielle en Côte d'Ivoire, et les acteurs et les cadres de son parti comme lui n'ont pratiquement pas de temps. Donc arriver à déroger pratiquement 1 heure pour prendre part à cette émission, vous expliquer, vous donner des réalités, des choses vraies, dire des choses comme elles doivent se dire en Afrique pour faire évoluer, je dirais encore, la politique africaine, et surtout, nous, en Afrique, les jeunes Africains surtout, de mieux comprendre la chose politique pour savoir désormais faire la différence entre la propagande, la communication, et cette forme de mettre en exergue les réalités, les actes posés par ceux qui nous dirigent. Voici, nous allons vous proposer simplement comment plaire. Monsieur le ministre, croyez-vous que le président Alassane Ouattara a su plaire à ses concitoyens en ces 9 ans et 4 mois d'exercice du pouvoir? Je suis toujours un peu trop précis, parce que quand on dit 10 ans, je dis c'est pas 10 ans de pouvoir, je préfère toujours le dire 9 ans et 4 mois. Croyez-vous qu'il a su plaire à ses concitoyens? Globalement, oui, parce que toute action politique, surtout à ce niveau, lorsque vous gérez un pays, vous avez forcément des gens qui sont mécontents. Le plus important, c'est de plaire à la majorité. Et je peux noter que oui, le président Ouattara plaît à la majorité. Et nous aurons l'occasion de le vérifier à l'occasion donc de la présidentielle, qui est le meilleur moment donc de déterminer donc si une personnalité candidate à une élection présidentielle plaît ou pas. Et si vous plaisez donc à la majorité de vos concitoyens, vous êtes élus. Je pense que les Ivoiriens apprécient à sa juste valeur toutes les actions menées. Et je sais qu'il y a encore beaucoup d'attentes, il y a encore quelques insuffisances à corriger donc dans l'action. Mais globalement, je note avec satisfaction que les Ivoiriens adhèrent à la politique du président Ouattara. Et que doit faire, selon vous, un homme politique pour plaire à ses compatriotes? Ça, c'est un message envoyé à ceux qui veulent. Alors, vous avez des écoles qui s'affrontent, hein. Ceux qui conçoivent la politique d'abord comme un jeu d'ambition, choc d'ambition, avec, comme vous avez dit, beaucoup de propagande. Là, on peut plaire, mais à très courte durée. Parce que tout de suite, on se rend compte que oui, vous avez dit des belles choses, mais à l'expérience de la mise en œuvre, vous n'avez rien fait. Ça, c'est une politique de très courte vue. Vous pouvez aussi plaire si votre conception de la politique, c'est que la politique doit se mettre au service de ses concitoyens en contribuant à leur amélioration. Vous pouvez ne pas plaire tout de suite parce que vous êtes amené à faire des réformes, à prendre des décisions difficiles, mais dans le temps, vous plaisez forcément. On retient aujourd'hui dans le monde tous ces grands hommes qui ont marqué l'humanité, qui ont marqué leur pays, mais c'est souvent des hommes qui ont été contestés quand ils étaient en action. Tout le monde chante Houphouët-Boigny aujourd'hui, mais je vous rappelle qu'en 90, certains traitaient Houphouët-Boigny de voleur, certains demandaient son départ. Il a fallu des années après son départ pour se rendre compte que Houphouët-Boigny a été une vraie chance pour notre pays. Donc, il ne faut pas non plus être prisonnier donc, du fait de vouloir plaire coûte que coûte lorsqu'on fait de la politique. Le plus important, c'est en son âme et conscience poser des actes et être convaincu que ces actes le sont au profit donc des populations. Elles peuvent ne pas comprendre donc à l'instant, mais si ces actes le sont vraiment donc dans l'intérêt général pour les populations, elles finiront toujours par vous adouber. Donc la propagande, pour moi, c'est la politique à très courte vue. La meilleure manière de plaire, c'est d'agir, être dans l'action pour ses concitoyens. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est terminé pour cette émission, tout en remerciant le ministre Touré Mamadou, qui, je vous le rappelle, est ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, porte-parole adjoint du gouvernement. Ensuite, retenez aussi qu'il est directeur exécutif adjoint en charge de la communication du RHDP, et pour la circonstance, puisque nous parlons du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, nous y sommes en plein.
Il est directeur central en charge de la jeunesse. Merci, Excellence, d'avoir accepté ce rendez-vous. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est vrai que vous ne pouvez pas vous-même plaire à tout le monde. Un dernier mot. Face à notre caméra, Excellence, parlez aux Ivoiriens qui vont tous prendre d'assaut les urnes le 31 octobre 2020. Non, je voulais dire à mes concitoyens que il faut qu'ils aillent aux élections. Donc, nous sommes dans un pays qui a eu des avancées ces 10 dernières années, énormément de progrès réalisés, mais ces acquis restent à consolider parce que nous sommes dans une fragilité au niveau sous-régional, avec toutes les crises que nous avons au Mali, au Burkina et même au Nigeria, avec les menaces djihadistes à nos frontières, et avec une démographie qui est galopante, avec énormément de jeunes aujourd'hui qui arrivent sur le marché du travail et qui ont réellement besoin d'opportunités. 77% de notre population a moins de 35 ans. C'est-à-dire sur 26 millions d'habitants, nous avons près de 20 millions qui ont moins de 35 ans. Et c'est cette même réalité dans la plupart des pays donc africains. Soit nous apportons des réponses adaptées et rapides aux préoccupations de ces jeunes, soit c'est une bombe à retardement qui peut péter à tout moment. Et tous les hommes politiques devaient être conscients de ces situations et proposer des réponses concrètes pour apporter des réponses et non seulement bavarder. Et nous avons essayé pendant 10 ans d'apporter des réponses. On n'a pas tout fait, il y a encore des choses à améliorer. Nous sommes les seuls aujourd'hui à apporter des réponses concrètes. Et pour la présidentielle de 2020, nous allons faire le bilan, mais surtout proposer un projet pour aller plus loin dans ces résultats. Donc je leur demande de nous faire confiance, de continuer à faire confiance au président Ouattara, mais surtout d'aller massivement le 31 voter. Alassane Ouattara. Ses œuvres parlent pour lui. Ça, c'est lui. Alassane Ouattara. Ça, c'est aussi lui, Alassane Ouattara. Tout ça, c'est lui, Alassane Ouattara. Ça, c'est déjà lui.
Alassane Ouattara pour un deuxième miracle ivoirien dans la paix. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Nous sommes en pandémie de Covid, on ne peut que se dire merci sans rien faire, mais on va se faire la doigt quand même. Merci beaucoup.